Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Je suis encore désolé, je suis à nouveau le présentateur fantôme de cette émission, mais pas pour très longtemps, je préfère le rappeler, d'ici à ce qu'il y ait des gens qui s'imaginent que je serai là toute l'année. C'est faux. C'est parti. Ne souriez pas parce que de toute façon, vous n'avez pas de gouvernement. Alors, présentation de nos invités. Claude Titina est morte de rire. Ah oui, il y a de quoi Ça ce va, soir. Claude? Très bien. Surtout bonsoir. que vous avez pris un scud de la part de Bruno Nestor-Azero, mais on va rigoler de ça. De Bruno Nestor-Azero, vous êtes sûr que c'est Bruno Nestor-Azero? C'est pas celui qui se casse? Non, c'est pas celui qui se casse. Juste après, nous avons Frédéric d'Espagne. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous nos chroniqueurs. Voilà. Ben, écoutez, Frédéric d'Espagne, bravo. Parce que j'ai voulu vous surprendre, mais ça n'a pas marché. Nous accueillons un petit nouveau, qui est un personnage médiatique depuis près d'une vingtaine d'années. Olivier Jean-Marie. Oui, bonsoir Eddy, et bonsoir à la Martinique, et bonsoir aux chroniqueurs, et merci de m'accueillir. Je vous rappelle qu'Olivier Jean-Marie, alors je ne présente pas les autres parce qu'on les a depuis au moins 50 ans, mais Olivier Jean-Marie, lui, il est d'abord écrivain, il n'arrête pas de remplir des pages et des pages. Il est surtout un chroniqueur lors des élections, extrêmement intéressant, avec des chiffres magnifiques. Et il est l'un des dirigeants, l'un des fondateurs d'une espèce de base de données sur les résultats politiques. Il va nous en parler très rapidement tout à l'heure. Et l'indécrottable Emmanuel de Rênal, lui aussi écrivain. Olivier, faites attention, il écrit beaucoup plus vite que vous. Et ce soir, nous allons commenter. Alors, on a 3 sujets chauds, comme d'habitude. Le premier concerne le chlordécone, ou la chlordécone, ça dépend. Ici, majoritairement, on dit le chlordécone. Bon. Ensuite, les alertes multiples et diverses liées à la montagne pelée, les fameux séismes qui, aujourd'hui, se comptent par milliers. Ils étaient quelques dizaines, là, il y en a des milliers. Et puis, le must du must, la démission de Lecornu. Alors, on est le seul pays au monde à avoir 2 gouvernements démissionnaires, l'un dans l'autre. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Et on commence tout de suite par ce fameux non-lieu concernant une plainte de 2006, datant de 2006, sur la chlordécone, l'usage de la chlordécone, le scandale de la chlordécone. Sujet. Après une plainte initiale datant de 19 ans, les 22 et 23 septembre dernier, à la Cour d'appel de Paris, c'est la première fois qu'une douzaine d'avocats de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Paris plaident afin d'annuler l'ordonnance de non-lieu et réouvrir l'enquête de l'empoisonnement au chlordécone. Nous avons ici démontré que la prescription ne pouvait pas être retenue dans ce dossier. Non seulement parce qu'il y a eu plusieurs événements dans ce dossier, qu'il y a eu notamment des documents perdus. Enfin, il y a eu des événements qui peuvent justifier que la prescription ne peut pas être prononcée aujourd'hui. Les Martiniquais et les Guadeloupéens subissent encore aujourd'hui les conséquences du chlordécone. Donc c'est une autre raison pour démontrer qu'il n'y a pas de prescription. Et puis l'autre argument, c'est de dire qu'il n'y avait personne à poursuivre. Mais bon, ça c'est encore un autre argument qui, à notre sens, ne tient pas la route. Un document du ministère du Travail datant de 1988 a également été mis en avant. Il permet de réfuter la thèse de l'ignorance de la dangerosité du chlordécone à l'époque. Le ministère du Travail, par circulaire, recommandait aux employeurs dont les salariés utilisaient des pesticides, dont cela, c'est le chlordécone, de prendre des précautions d'usage. La question qui se pose, c'est que la thèse qui est développée aujourd'hui par le parquet et aussi par ceux qui ont utilisé le chlordécone, c'est qu'ils ne le savaient pas. Le dernier rapport de l'ONU sur la question des droits de l'homme apporterait aussi des outils qui pourraient servir aux avocats. Des éléments qui nous laissent à penser que dès lors qu'on a la volonté de mettre en avant la santé des personnes, la santé des individus, l'intérêt public, on peut aller jusqu'à légiférer et revoir les lois qui régissent les délais de prescription. Ce document vient nous dire que nous avions eu jusque-là raison de sortir de nos eaux
Martinique, Guadeloupe, d'aller plus loin. Le collectif d'associations Lionnage pour dépolluer Martinique fait notamment appel à la solidarité des Martiniquais afin de subvenir aux besoins financiers de ces procédures judiciaires. Les choses sont dépaysées en France, donc il faut que les avocats se déplacent. Et si on veut faire des actions sur place en France, il faut aussi se déplacer. Bon, maintenant, l'État, considérant qu'il n'est pas satisfait d'une décision de la Cour d'appel du tribunal administratif de Paris, eh bien, met l'affaire devant le Conseil d'État. Bon, le Conseil d'État, c'est d'autres frais, c'est d'autres avocats, donc il faut compter des dizaines de milliers d'euros. Un concert solidaire sera d'ailleurs organisé le 15 octobre prochain afin de récolter des fonds pour financer les frais judiciaires engagés dans le dossier de l'empoisonnement au chlordécone. Il y a des artistes, il est important de le dire, qui, engagés et sensibles à la cause, ont accepté, de but en blanc, de participer, de nous assurer des prestations en live, sur scène, et ce, gracieusement. Des artistes et des associations qui s'activent avant le délibéré de la demande d'annulation de l'ordonnance de non-lieu qui se tiendra en mars 2026. Résultat, en mars 2026, comme vient de le dire notre journaliste, je vous rappelle que l'affaire est devant en fait, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Ah non. Et pas devant la Cour d'appel directement. Exactement. Frédéric, on parle beaucoup d'une plainte qui a été déposée en mars, plutôt en 2006, il y a 19 ans. Oui. Faut-il attendre autant de temps pour que la vérité éclate sur ce qui apparaît très clairement comme un véritable scandale? Eh bien, nous avons les mêmes chiffres, les mêmes données, puisque, on le sait, aujourd'hui, 20 ans plus tard, en mars 2026, très exactement, l'appel est examiné actuellement à Paris. C'est là le contexte de ce reportage, pour confirmer ou pour infirmer le non-lieu. Donc, on est à cela, d'accord ? Le délibéré est attendu pour mars 2026 et l'enjeu, c'est bien évidemment l'accès au procès public et à la vérité enfin judiciaire. Avant, il y a quand même la reprise de l'instruction. Oui, il y a quand même la reprise de l'instruction et puis il faut en parler. Le 11 mars 2025, il y a eu un coup de tonnerre puisqu'on a eu les fautes caractérisées de l'État reconnues non pas au pénal, il faut bien distinguer le pénal qui est de la faute, une faute de l'État, faute grave, faute lourde, faute légère, enfin en l'occurrence faute grave, et le terrain civil, le terrain, si vous voulez, administratif, où les fautes caractérisées de l'État ont bien été reconnues au civil avec des indemnisations pour, écoutez bien ces termes parce que mes collaborateurs vont le reprendre, le préjudice d'anxiété. Mais à ce moment-là, les indemnisations se feront au compte-gouttes. Donc, quid des scénarios à venir? Le premier scénario, c'est une confirmation ou une infirmation du non-lieu. On a vu un petit peu les difficultés financières, les remontées des instructions. On peut parler d'une confirmation du non-lieu possible avec pas de procès pénal et un contentieux qui est finalement déplacé vers l'administratif. On peut parler aussi d'une infirmation totale ou partielle du jugement. À ce moment-là, on aura une réouverture de l'instruction. C'est un petit peu le lobbying, à juste titre, qu'essaie de mettre en place ce liennage entre avocats, personnalités célèbres et ces associations. Et puis, on a la possibilité du volet administratif renforcé. Moi, je pars sur cette hypothèse qui sera une jurisprudence qui va un petit peu ménager la chèvre et le chou en élargissant le préjudice d'anxiété. Mais à ce moment-là, je le disais bien, on aura des indemnisations qui seront peu fréquentes, mais on nous donnera un petit peu le retour et la monnaie de la pièce. En tout cas, on aura, et ça on avait déjà évoqué, pour moi, la voie qui est claire, c'est la voie supranationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire qu'on est en train de se confronter à un État, à une justice aussi impartiale soit-elle, mais un État français avec... Quand vous dites supranational, il faut aller au-delà des frontières il faut françaises. aller sur la CEDH, il faut faire une saisine de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça a été partiellement évoqué pendant le reportage pour pouvoir avoir, même si on n'a pas gain de cause, un effet principal de pression politique et symbolique pour notre sujet. Et nous ne sommes pas les seuls sur le territoire hexagonal à avoir des sujets de pesticides et d'intoxication. Très bien, on va creuser ça dans quelques minutes. Claude, on parle beaucoup de la chlordécone, on parle peu d'un autre pesticide qui s'appelle le Mirex, qui a été utilisé ici dans les ananas et qui se dégrade en chlordécone. On n'a pas fini avec cette histoire. Non, apparemment on n'a pas fini, mais
je veux dire, il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres pesticides, il y a différents produits aujourd'hui. Il y a le glyphosate, il y en a des tonnes. Pas seulement à la Martinique, parce qu'on a tendance un peu à regarder, et c'est normal, on regarde l'île, on regarde notre nombril, mais pas seulement à la Martinique, également en Europe, également dans beaucoup d'autres territoires. A été propulsé dans les vignes en particulier. Absolument, et dans beaucoup d'autres territoires, moi je voudrais un petit peu, permettez, élargir, parce que j'ai toujours quelques doutes en tant que consommatrice quand je vois certains fruits et légumes venant de pays avoisinants, d'Amérique centrale et de la Caraïbe, avec des choses blanches sur les feuilles, enfin des drôles de têtes. C'est de la farine. Oui, c'est de la farine, bien sûr. Donc vraiment là, j'ai un peu des doutes. Et puis si on élargit un peu, c'est bien de se poser la question, et cette plainte date de 20 ans. 2006. C'est sûr. Il ne faut pas oublier deux choses historiquement. Philippe Edmond-Mariette avait obtenu de l'Assemblée nationale, qui est non pas une commission d'enquête, mais déjà un petit démarrage. Il faut reconnaître, même s'il est très décrié, voire détesté par une majorité, le président Emmanuel Macron en venant à la Martinique en 2017, c'est lui qui avait mis aussi le sujet sur le tapis, parce qu'on a eu quand même des présidents de la République qui n'en parlaient jamais quand ils sont venus nous voir. On a même eu un Premier ministre, pour ne pas le citer, Manuel Valls, qui est venu quand il est Premier ministre, il n'en parlait pas. Macron, 2017, il va aux Mornes Rouges, il rencontre des agriculteurs, etc. Et il dit, moi, le chlordécone, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Un peu poussé par son environnement immédiat. Oui, mais enfin, il a lu quelques notes qu'il avait préparées dans l'avion, donc par notre ancien préfet, Stanislas Cazel, qui était alors son conseiller. Vous avez remarqué comment Claude Titina est au courant de trucs que personne ne savait. Non, mais il faut quand même avoir ça à l'esprit. Alors, pour revenir... Il y en a un d'ailleurs qui n'a pas aimé ça, c'est Bruno Nestorazio, on en parle. Oui, on va en parler. Alors, justement, et de façon beaucoup plus large, la manière dont on consomme, on devrait... Cette histoire de chlordécone doit tous nous interpeller. Et je trouve qu'on n'est pas suffisamment... On n'est pas suffisamment interpellé en tant que consommateur, en tant que parent, etc., pour savoir ce qu'on donne à manger à nos enfants, ce qu'on doit faire. On devrait être beaucoup plus au fait des choses et faire attention. Alors, bon, cette plainte chlordécone, on verra ce non-lieu. Il y a un certain nombre d'avocats qui, tout de suite, ont parlé immédiatement de la Cour, d'aller devant la CEDH au niveau de l'Europe, parce qu'ils ont bien senti qu'au niveau national, c'était pas du tout évident la suite. Je note, et on le dit à la population, c'est joliment dit dans le reportage par notre journaliste, il y a une cagnotte. Non mais il faut payer, ils ont dit. Il faudra payer, il y a le concert solidaire, et puis il faudra payer. Normalement, les Martiniquais sont censés être concernés. Mais enfin, quand même, faisons attention à ce que nous consommons, à ce que nous buvons, à également la potabilité de l'eau. Eh bien, tout ça doit nous concerner, justement. On va y retourner de toute façon. Emmanuel, vous, il y a des moments où vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser avec cette histoire de chlordécone. Est-ce que vous vous êtes fait une raison? Est-ce que le chlordécone est cancérigène ou pas? Alors moi, c'est une question à laquelle je n'ai pas compétence à répondre. Si j'écoute ce que dit l'OMS dit que le chlordécone est un cancérogène possible. Et le même OMS dit que le saucisson est un cancérogène certain. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Mais vous vous êtes fait une conviction depuis toutes ces années quand même? Non, moi je pense que le chlordécone c'est un poison, c'est évident. C'est un poison qui infecte nos sols. C'est un poison. On commence à mesurer le risque sanitaire réel dans les terres et dans les chairs, donc c'est un problème. Et puis surtout, au-delà du poison biologique, c'est un poison sociétal, parce que le chlordécone a eu un effet désastreux sur notre équilibre sociétal, avec des conflits qui, 30 ans après, continuent de fractionner notre pays. L'ex-président de Balamante, Alexis Gouillet, disait à l'époque, on a fait une connerie. Est-ce que vous le suivez sur ce terrain? Oui, je pense que... j'ai la faiblesse de penser que les agriculteurs, qui d'ailleurs sont partie civile dans ce procès, et ils se sont réjouis de l'annulation du report du non-lieu. Donc, j'ai la faiblesse de penser qu'un agriculteur, quel qu'il soit d'ailleurs, quand il y a 30 ans, il met du chlordécone chez lui, il n'a pas la conscience que c'est un poison, parce que il s'empoisonne lui, il empoisonne son propre sol, il empoisonne sa propre famille.
Donc j'ai du mal à comprendre qu'il y ait eu des gens qui consciemment et par une volonté meurtrière ont utilisé ce produit. Je pense qu'il y avait en effet une grande inconnue. Et donc voilà, et je ne peux pas imaginer une seconde qu'il y avait une vraie volonté de nuire en utilisant le produit. Sauf que aujourd'hui, beaucoup de documents attestent que la connaissance, entre guillemets, meurtrière... mais Eddy, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Vous savez que l'information arrivait par les voies de revues scientifiques. Oui. Vous croyez que l'agriculteur qui est au Gros Morne ou à Basse-Pointe lit les revues scientifiques tous les jours? Non, certainement pas. Entre une information qui sort, et y compris d'ailleurs le drame de 1974 aux États-Unis, et le moment où il arrive dans les consciences familiales, il peut se passer 10 ans. C'était ça la réalité. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'information arrive instantanément, et je pense qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, je ne suis pas sûr que Olivier Jean-Marie partage cette opinion-là. Je le vois déjà assez mimique. Olivier, aujourd'hui, cette histoire, comme le dit Emmanuel, empoisonne nos relations sociales, empoisonne nos enfants, empoisonne la population de manière générale, pas que chez nous. Claude l'a bien indiqué. Vous êtes plutôt un partisan de table rase et parlons des vrais fautifs. Enfin, je dis ça en ayant lu un peu de votre littérature. Oui, parce que ce n'est pas seulement un scandale, c'est sanitaire, c'est un crime, parce que le chlordécone tue. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de côtoyer des ouvriers agricoles, et c'est une tragédie. C'est une tragédie, et s'il n'y a pas eu peut-être de préméditation, mais il y a eu clairement une volonté de privilégier les profits par rapport à la santé donc des ouvriers agricoles, mais aussi de la population. Et ça, c'est quelque chose de manifeste. Et on savait, en 1976, le produit est interdit aux États-Unis. Donc on le sait. Il y a eu des rapports en 1977, le rapport Snegarov, il y a eu des rapports en France, en 1979, le rapport Kermarek. Donc il y a des rapports scientifiques qui attestent de la toxicité. Donc on sait très bien que c'est toxique. Et en plus, lorsqu'il est interdit en France en 1990, parce qu'il est toxique, on demande des dérogations. Et quand je dis on, c'est des hommes politiques et des producteurs aussi, pour pouvoir, soi-disant, écouler les stocks. Mais en même temps, on commande encore pour 10 ans de stock. Des stocks dont on ne sait pas où ils sont passés. Oui. Et puis on cherche encore ce stock. On cherche encore. Quant au président Macron, en fait compte, ce qu'il a fait en 2017 n'est pas en sa faveur par rapport à ce qu'il a dit après en 2019, où il dit finalement il n'y a pas de lien direct avec le. Et puis après il n'a rien fait. Donc c'est pas vraiment à son honneur. Il l'a mis sur la table. Oui, il l'a mis sur la table et il n'a rien fait. C'est encore pire. C'est encore pire. Il a généré des attentes et ça ne s'est pas traduit par. Et puis autre chose aussi, c'est vrai que ça empoisonne nos relations. Parce que comment comprendre que des groupements bananiers qui ont été aussi liés aux importateurs se portent partie civile et qu'aucune des autres parties civiles ne conteste qu'ils se portent partie civile. Je veux dire par là que, très clairement, l'Union, donc le groupement des producteurs bananiers, c'est l'héritier donc, de Banamart et de la SICABAM. Et on sait bien qui dirigeait la SICABAM, c'est Yves Ayotte, qui était aussi l'importateur, voire le producteur du poison. Donc tout ça, ça pose question. Ça pose question. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie de diriger l'attention vers l'État. Je suis désolé. Les importateurs qui disent oui, on a fait une grosse bêtise, mais tout le monde était complice. Donc tout le monde coupable, tout le monde responsable. Alors que globalement, les importateurs ont une responsabilité qu'il faudra bien établir. De toute façon, elle sera évoquée ou pas dans les mois qui viennent, puisque le résultat de cette contestation sera obtenu en mars 2026 devant la Chambre de l'instruction. Autre sujet majeur, parce que lui aussi met en péril la vie, comme la chlordécone,
c'est la montagne Pelée. Les fameux séismes. On est passé d'une vingtaine de séismes par jour, là, à plus de 4000 séismes la semaine. Évidemment, les questions se posent à la fois parmi la population et puis surtout, on attend les réponses des scientifiques. Sujet. La montagne Pelée se réveille-t-elle? Depuis plusieurs jours, les scientifiques enregistrent un nombre de séismes inédits dans l'histoire des mesures. Presque 5000 micro-séismes ont été relevés par l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. Mais est-ce plus inquiétant qu'habituellement? Je dirais que non. Ce qui se passe, c'est qu'on a un volcan qui était endormi. Donc on n'avait pas enregistré de signes d'activité. Maintenant, le moindre soubresaut du volcan attire notre attention. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'isoler, de détecter les événements qui sont hors activité sismique classique, donc au niveau de la zone de subduction qui se trouve au large de la Caravelle, pour se concentrer sur ce qui se passe sur la Pelée et justement identifier ce type de signal qu'on enregistre avec nos instruments qui sont implantés sur la Pelée. L'OVSM dispose justement de 60 capteurs sur tout le territoire, dont 10 sur la montagne Pelée. À chaque mouvement, les courbes sont analysées par les scientifiques, qui sont d'ailleurs plus attentifs depuis quelques jours. Alors on reste sur des événements qui sont pas des très grandes magnitudes, mais on a eu déjà presque une dizaine d'événements sismiques de magnitude proche ou légèrement supérieure à 2. Et en fait, un séisme de magnitude 2, c'est un séisme qui pourrait être potentiellement légèrement ressenti par les habitants qui habitent autour du volcan ou par des randonneurs qui seraient en train de se promener sur la montagne Pelée. Donc ça, c'est aussi une évolution de ce qu'on a observé. On n'est pas sur des événements de très forte magnitude, mais des magnitudes qui commencent à être significatives et qui pourraient générer du ressenti. Pour le moment, ces séismes ne sont pas ressentis par la population et les évolutions sont surveillées de très près par l'Observatoire. Mais une question trotte dans toutes les têtes. Faut-il commencer à s'inquiéter ? Peut-être que l'activité actuelle va décroître. En tout cas, peut-être qu'elle va augmenter. En tout cas, à court terme, à très court terme, pour nous, le risque d'une éruption, elle est faible à très faible. Voilà. Mais vu la situation actuelle, on ne peut pas complètement exclure une évolution marquée de cette situation dans, on va dire, à moyen terme, d'ici quelques semaines, quelques mois. En tout cas, on suit ça avec vigilance et c'est important que la population soit consciente qu'elle vit autour d'un volcan qui est un volcan actif. Rien d'alarmant pour l'instant, mais un rappel silencieux que la Pelée est toujours là et bien active. Olivier, je vous ai vu éclater de rire. Alors, c'est pas la langue de bois, c'est marcher sur des œufs. Ils n'ont pas l'air très à l'aise. Hein. Non, ils n'ont pas l'air très à l'aise et je pense que nous devons nous préparer. Et nous devons anticiper. Quand je dis nous, c'est nous en tant que citoyens, mais c'est aussi en tant que communauté de collectivité. Et je pense que le fameux plan Orsec Volcan doit vraiment faire l'objet d'entraînement, de mise en œuvre, d'évaluation. Et peut-être d'une révision, non? Oui, peut-être, mais il a été révisé il n'y a pas longtemps. Oui, mais bon. Il a été révisé, il traînait depuis très très longtemps. Et grâce, entre autres, à l'action donc, de l'Université populaire de la prévention, d'Albéric Marcelin, il a été révisé. Et je pense que nous devons nous préparer, parce que nous savons très bien qu'il y aura une éruption. Après, on ne sait pas quand. Mais très clairement, on n'a pas cette culture du risque-là. Moi, j'ai 55 ans, j'habite une commune qui s'appelle Schellcher. Vous vous croyez à l'abri? Je n'ai jamais connu d'entraînement, de simulation, de mise en œuvre du plan Orsec, d'accueil de famille, donc du périmètre, qui est un périmètre de 12 communes autour du volcan qui doivent être évacuées vers des communes du sud. Et pourtant, Schellcher a cette tradition-là, parce qu'elle a accueilli des réfugiés de 1902. Des prêcheurs, notamment, des prêcheurs. À Fond-Laillé. Et donc, cette culture du risque-là et l'entraînement, la formation au secourisme aussi, ce sont des outils que nous devons pratiquer au quotidien. Claude, on est laxiste ou pas? Parce que j'ai relu la littérature sur ce type de volcan péléen. Au nord-ouest des États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le mont Sainte-Hélène et qui a détruit des centaines de kilomètres carrés de végétation. Et à des centaines de kilomètres de la Martinique, il y a la Guadeloupe.
Il y a Saint-Vincent, il y a le Kikengeni qui est le petit volcan dans les Grenadines non, et ça qui est le plus actif. Ça veut dire que les gens qui essaient de nous persuader que s'il y a une éruption de la montagne Pelée, ça va seulement concerner les communes du Nord, peut-être qu'ils se trompent. Ah, bon, moi je ne suis pas... Alors là, Eddy, là vous me titillez parce que je vois qu'Olivier est du team Marcelin, il est du team Université Populaire. Moi je ne suis pas 100% de ce team. Écoutez, on a déjà tellement on vient de parler de la chlordécone. Ouais. On a une petite chose, une petite dépression large. Voilà, on est dans la. Il parlait comme on a suffisamment de problèmes comme ça pour ne pas partir. Ce que je veux dire, non, c'est pas ça. J'ai eu Jérôme Verne que je remercie au téléphone. Non, bien évidemment que ce volcan est actif. Ouais. Bien évidemment qu'il y aura la probabilité pour qu'il y ait une éruption, elle est ce qu'elle est, il y aura une éruption. La montagne Pelée va se réveiller, c'est une évidence. Maintenant, quand, personne ne sait. Cela étant, c'est vrai que là, effectivement, il y a des indicateurs, pas tous, Dieu merci, mais qui nous montrent que là, il y a un réveil depuis 2019, même depuis un peu avant, il y a un réveil, de temps en temps, ça se calme un peu, les séismes, et ça reprend. Là, on a un essaim beaucoup plus important. Haut, hein. On n'est jamais monté aussi haut, voilà, exactement. Bon, alors, c'est vrai, mais alors, il faut se préparer. Il faut se préparer, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a tellement de choses où il faut se préparer. Je veux dire, moi, je veux bien... Enfin, comment dire ? Il faut effectivement, tu parlais de brevet de secourisme, ça, il faudrait que toute la population, effectivement, elle soit formée là-dessus, comme la natation. Il faudrait savoir nager dans ce pays. Alors, c'est du même ordre. Alors, ça, oui. Mais, je veux dire, comme disent les gens de l'Observatoire, alors on est là, on se dit... Ah oui, il faut un plan sec, il faut réactiver le plan, il faut tout ça. Oui, pourquoi pas, si ça fait travailler des gens, ça fait travailler autour, s'il y a des grosses préparations, mais aussi, il faut penser aux populations, il faut penser au stress que ça peut générer. Je veux dire, alors, ok, bon, moi je crois qu'il me semble quand même que... Oui, mais cette montagne Pelée est l'une des montagnes, Dieu merci, l'un des volcans parmi les plus surveillés au monde, parce que les moyens sont mis. Il y aura encore d'autres capteurs et vraiment extrêmement surveillés. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y a d'autres éléments qui pourront effectivement... Je vais demander en termes de prévision, c'est-à-dire, ça veut dire, bon, à un moment, quand est-ce qu'on saura vraiment, etc. Mais il y a, pour le moment, on n'en est pas encore là. Alors... Oui, il faut qu'il y ait des plans, je suis d'accord avec toi Olivier, il faut réactiver le plan hors sec, oui, il faut avoir ça à l'esprit, mais nous sommes là aussi, moi je crois qu'on n'est pas là non plus pour affoler la population. Moi je suis désolée, mais il y a quelques personnes ici, on dirait, je ne vais pas citer de nom, on dirait qu'ils ne vivent que par l'envie, soit qu'il y ait un gros séisme, soit qu'il y ait un gros cyclone, soit qu'il y ait un gros volcan qui se réveille. Je ne suis pas d'accord. Une grosse dissolution. Non, on est déjà suffisamment... On y va. Emmanuel, et si un jour, il y a des types qui débarquent en nous disant, comme c'est arrivé dans d'autres îles, au milieu de l'Atlantique, il faut y aller, il faut quitter la Martinique. Vous feriez quoi ? Ah ben, je quitterai la Martinique, si mon risque vital est engagé, bien évidemment. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Claude. Bon, c'est vrai que la Martinique est une terre à risque. On concentre sur ce petit caillou tous les risques volcaniques, cycloniques, tsunamis, tremblements de terre. On a, et si je rajoute les chocs de l'histoire, c'est un pays qui vit sous la menace permanente de risques forts et qui résulte de chocs sociaux importants. Et ça fabrique certainement une société qui a une force de résilience qui est bien plus forte qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans des plans en sec que l'esprit de vigilance n'existe pas. Je suis quand même désolé, on est dans une population attentive aux bulletins météo, attentive aux informations de toute nature. Il y a cette culture qui existe et qui est réelle et qui n'existe pas dans les mêmes proportions sur d'autres territoires. Donc ça, c'est une chose qui est une réalité. Je pense aussi que ce phénomène fabrique des comportements sociaux et sociétaux d'une nature tout à fait singulière, l'entraide, la solidarité, même si
nos mémoires ont tendance à s'effacer, parce que comme le disait Olivier, on peut traverser 50 ans de sa vie sans avoir été confronté à un cyclone ou à un séisme, mais il n'empêche que tout le monde connaît quelqu'un ou une histoire relative à tout ça, et que, qu'on le veuille ou non, on est impacté par ces risques qui nous menacent. Frédéric, la culture du risque, Olivier le disait, c'est pas une spécialité martiniquaise, contrairement à ce qu'Emmanuel vient de dire. Non, ça c'est certain. Mais ce jour-là, les gens vont être totalement décontenancés si on leur dit il va falloir quitter votre région, n'emporter que l'essentiel, parce que ça fait partie de la culture mondiale. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de ce type de risque. Il y a des États qui sont plus ou moins préparés. Nous, vous pensez quoi de notre état de préparation ? Alors, je pense qu'il faut être dans la nuance. C'est-à-dire qu'il y a des risques auxquels nous sommes régulièrement soumis. Tu as parlé des cyclones, des ouragans, et on le sait, il y a une structuration. Alors, bien que la population ne maîtrise pas toujours les couleurs, j'en fais partie. Parfois, je me dis, le violet. Je vérifie. Bon, on va dire que c'est naturel. En fait, l'homme ne prend en compte que les risques qu'il rencontre. Et comme c'est une fois tous les 50 ans, on a le temps, c'est comme une dissolution, on a le temps d'oublier. Bon, plus sérieusement. Soyez pas impatient, on va y venir. Donc, plus sérieusement, je ne suis pas impatiente. Il faut être, comme je disais, modéré. Donc, il y a des risques qui sont dits maîtrisés, puis il y a des risques qu'on ne connaît pas du tout. Le tsunami, on ne connaît pas du tout. Alors, on peut être alerté, il n'y a qu'à écouter Pascal Safache qui l'explique très bien, on peut être alerté côté Pacifique, côté Atlantique, on peut attendre. Si c'est en 7 heures ou en 8 heures qu'on est informé, si c'est à 1 heure du matin, on est un petit peu mort, enfin, dans le sens figuré et propre du terme. Ensuite, parlons des séismes. Un séisme ne se calcule pas. Donc, on parle de l'effet d'entraînement du séisme à la montagne Pelée. Alors, de la poule ou de l'œuf, est-ce que c'est la montagne Pelée qui entraîne les séismes ? Est-ce que ce sont les séismes qui génèrent les risques d'éruption ? Ce qu'on sait, c'est que la montagne Pelée, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un volcan gris, c'est-à-dire un volcan qui est actif aujourd'hui. Et le séisme, il est complètement imprévisible. Ça veut dire que les Américains sont en train de se tirer les cheveux de tous côtés pour pouvoir calculer à 2 minutes près un séisme. Mais quand le séisme arrive, vous avez à peine 5 minutes. Les algorithmes les plus, complexes n'arrivent pas à prévoir le séisme. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, on a des aléas et puis des non-pratiques. En tout cas, aujourd'hui, c'est le maire qui est le directeur des opérations de crise, non pas une entreprise. Les entreprises sont certainement délégataires, mais c'est le maire qui est le responsable, avec un poste de commandement dit communal, le PCC, qui doit être identifié, redondé, équipé. Il faut un organigramme de crise et des suppléances affichées avec une carte d'aléas précise et de vulnérabilité à jour. Non, je ne sais pas plus, je pense que là, je m'interromps, mais précisons que même encore aujourd'hui, on se retrouve avec des plans de cartographie qui ne sont pas respectés, avec des maires qui autorisent des habitations sur des zones inondables. Je m'en arrêterai là. N'allez pas plus loin. Olivier. Oui, je voulais juste dire que ce que vous appelez de la résilience, ça peut être aussi du déni. Et je vous invite vraiment à télécharger ce plan Orsec-là. C'est sur le site de la préfecture. Il y a 116 pages. Et je pense que vous allez découvrir qu'il y a des communes qui sont jumelées. Il y aura des problématiques d'accueil. Oui. Il y aura des problématiques d'accueil de familles. Ouais. Il y a des études qui ont été faites où on a demandé à des familles, est-ce que vous êtes prêtes à accueillir des gens qui viennent, donc des gens de Sainte-Luce qui disent, est-ce que vous êtes prêts à accueillir des gens qui viennent du Morne-Vert ? Oui, d'accord, mais pas plus de 5 jours, quoi. Vous voyez ? Alors qu'en 1976, lorsqu'on a évacué donc, la Basse-Terre pour la soufrière en Guadeloupe, ça a duré 6 mois. Donc il y a des problématiques comme ça qu'il faut peut-être anticiper, auxquelles il faut se préparer. C'est ça, être préparé. Claude, très rapidement. Rapidement, non, il y a une espèce de fake news sur une autre chaîne. Il y a quelqu'un qui est écologiste, mais qui a dit une chose, alors absolument insensée, je voudrais quand même rectifier les choses, qui a dit que Haroun Tazieff à l'époque aurait dit que, ma foi, il y a de l'énergie sous la montagne Pelée, il y a des gaz, et que donc on aurait pu utiliser ces gaz, cette énergie pour faire de la géothermie. Il y a aussi de la chaleur. Ce qui se fait en Islande avec certains volcans, qu'on aurait dû le faire pour la montagne Pelée parce que ça éviterait toute éruption. Cette personne l'a dit. Alors je voudrais dire l'idée, c'est de purger un peu la montagne. Que la fin de ma dernière phrase, non, ce serait trop beau si la géothermie pouvait empêcher une éruption. Voilà une fake news. Voilà. Ne croyez surtout pas ce genre de choses. Bien. Alors c'est pas une fake news, on n'a plus de gouvernement.
Alors, non seulement on n'a plus de gouvernement, mais on avait des ministres... Alors, préparez-vous, il faut suivre. On avait des ministres démissionnaires d'un ex-gouvernement qui sont devenus des ministres du nouveau gouvernement qui a démissionné. Donc, on ne sait plus vraiment où on en est. Sujet. Seulement 27 jours après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce sa démission. La raison, les vives critiques reçues à l'annonce de la composition de son gouvernement. Il avait à l'intérieur une opposition qui était constituée par les LR, qui eux n'exigeaient pas de choses particulières, sauf un certain nombre de ministres. C'est en fait un jeu un peu lamentable de pouvoir, d'ego, et Retailleau, jusqu'au dernier moment, a exigé le fait d'avoir plus de ministres. Dans les rues de Fort-de-France, cette annonce coup de poing suscite un intérêt pour le moins mitigé. Surprise, non, mais bon, après, encore un de plus, quoi. Les manœuvres sont limitées et elles sont contrôlées. Eh bien, je pense que c'est une bonne choix. Ça nous intéresse pas. Ok. La politique, ouais, ça nous intéresse pas, merci. Du côté des élus, en revanche, ce nouveau séisme politique plonge dans l'incertitude et compromet certaines avancées. Ce que nous avions, qui nous avait été annoncé en tout cas, c'était la réduction de près de 700 millions d'euros sur les dispositifs et budgets consacrés aux pays des océans dits d'outre-mer. Et nous avions d'ores et déjà, et nous avons d'ores et déjà, des amendements prêts afin de venir contrecarrer ces dispositions. Mais pour l'heure, nous n'avons donc plus de gouvernement, plus de Premier ministre et plus de budget. Nous devons travailler un budget en ce moment et le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, ça retarde l'échéance. Ça retarde le travail que nous devons mener et donc ça retarde bien des possibles politiques publiques que nous souhaitons mettre en place au bénéfice de nos populations. Plusieurs options s'offrent au chef de l'État. Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre. Il peut envisager de dissoudre l'Assemblée nationale ou encore de démissionner. Frédéric, oui, c'était prévu. Il y a des gens qui nous disent, ça y est, on est reparti sur la 4e République. Alors on va quand même rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'il y a des très jeunes qui suivent cette émission, la 4e République, c'est entre 1946 et 1958, 12 ans. Très jeune même pour moi. D'accord, profitez-en pour vous placer. 24 gouvernements en 12 ans, ça fait un gouvernement tous les 6 mois. Oui. Là, on a battu un petit record quand même. C'est historique. Ah oui, c'est fabuleux. Bientôt, on va dépasser les 10 premiers ministres. C'est quoi les solutions pour Macron? Bon. Alors, je pense qu'il ne faut pas déjà sous-estimer le président Macron. D'accord? Le président Macron, c'est un joueur d'échecs ou un joueur de Go, comme vous préférez. Ce n'est pas un président de la dernière pluie. Il n'est pas fou. Bon, parfois, on se pose la question. Gabriel Attal dit « Je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et depuis, il y a des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Le joueur a mis les autres joueurs dehors et il joue tout seul. Oui, parce que la dissolution, il faut expliquer que Emmanuel Macron ne s'attendait pas du tout au résultat extrêmement fragmenté de la dissolution, mais la dissolution, de toute façon, le président jouait la montre parce que son objectif, c'est de ne pas laisser passer le Rassemblement national, en tout cas de s'amuser à chaque fois à pouvoir retarder l'échéance de la survenue de ce parti au pouvoir. Est-ce qu'il ne veut pas simplement que le RN arrive au moment où il doit arriver, c'est-à-dire au moment des élections présidentielles? En tout cas, le plus tard possible, c'est là son objectif. Bon, aujourd'hui, pour parler très concrètement de l'objectif d'Emmanuel Macron, on voit très bien qu'il joue la montre avec des différents premiers ministres successifs. S'il voulait faire plaisir à ça, pour dire sa majorité, mais en tout cas à la gauche, au RN, etc. Il l'aurait fait depuis longtemps. Là, il est vraiment dans un jeu de dupes. Pour moi, à court terme, ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, et c'est tout à fait convenu avec le Premier ministre, c'est de retarder la montre sur le jeu des fameuses ordonnances, de cette fameuse loi spéciale du projet de loi de finances qui est à 70 jours et qui commence à partir du 1er octobre 2025 pour s'échouer tranquillement au bout de 70 jours. En décembre 2025, quel est l'objectif? C'est que le Parlement n'ait pas son mot à redire trop occupé dans ses rapports de pouvoir, motions de censure, dissolution, dans ses hypothèses, et qu'on puisse faire passer de façon, finalement pas avec le 49.3, mais avec la loi spéciale et la loi sur les ordonnances, directement article 47 de la Constitution, le budget. Une fois que le budget est voté, une fois que le budget 2026 est sauvé, Emmanuel Macron peut nommer autant de premiers ministres qu'il souhaite, il n'est pas impacté. Je pense que c'est son objectif aujourd'hui, c'est la montre. Donc il a plusieurs
options, et je m'en arrête là, parce que j'avais déjà prédit sur plateau cette situation. Il a l'option de nommer un premier... Mais je vous remercie. On a l'option, et je vais être succincte, de renommer un Premier ministre qui peut être Monsieur Lecornu, qui peut être de nouveau Monsieur Lecornu. Il a dit qu'il ne le souhaitait pas. On ne va pas m'y reprendre, je ne veux plus être Premier ministre. Bien sûr, on verra. Il avait accepté, maintenant il démissionne. Ensuite, on a bien évidemment l'option de la dissolution, que l'on connaît. On a aussi l'option mais je ne pense pas qu'il va opter pour ça tout de suite. Je pense qu'il va opter pour ça peut-être dans quelques mois. Ensuite, on a aussi l'option de l'article 16. Mais bon, on est sur des extrêmes, on est sur des urgences, les pleins pouvoirs. Pas encore. Frédéric, Olivier, vous avez vu qu'on a une spécialiste de la Constitution française. Vous êtes plutôt un pragmatique et vous dites qu'on ne va pas échapper à la dissolution. Dissolution. Que les élections vont peut-être se situer entre le 9 et le 16 novembre. Et que les députés, une grande majorité de députés ont déjà anticipé ça, préparent déjà partis en campagne. Leur campagne, bien sûr. Et ça va un peu retarder les campagnes des élections municipales, qui étaient en train de démarrer là. Mais pour moi, je ne vois pas d'autres solutions. Est-ce que les Martiniquais sont conscients que quand il y a une dissolution à cette date-là, les subventions vont arriver très tard, le budget ne pouvant être voté très tôt, c'est quasiment la paralysie de la politique publique, on l'a vécu politiques publiques. On l'a vécu un petit peu en 2024. Année, mais c'était un peu plus tôt. Mais là, le budget sera encore voté un peu plus tard ou adopté un peu plus tard. Donc, bien sûr, ça a un impact sur l'économie aussi. Bon, on a bien vu que la bourse a dévissé, que les investisseurs étrangers sont très, très inquiets et qu'il y a... l'INSEE a montré qu'il y a un lien entre, je dirais, la stagnation de la croissance et l'instabilité politique. Moralité, il faut s'intéresser à la politique. Oui, sinon la politique s'intéresse toujours à vous. Tôt ou tard. Emmanuel, on est mal barré finalement. Ah oui, on est mal barré parce que les conséquences, alors on vient de les évoquer, c'est d'abord des conséquences économiques, mais tôt ou tard, ça va être des conséquences sociales. Oui. Parce que des gens qui ont du mal à être payés par les entreprises et des associations, des salariés qui perdent leur emploi, on arrive tôt ou tard au désordre. Oui. Non, mais il faut bien prendre la mesure de l'impact de cette situation. La France, aujourd'hui, emprunte à des taux plus chers que l'Italie. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la France. La crédibilité de la France est complètement est au plus bas. Et la crédibilité des élus de la France est au plus bas également. Que ce soit des élus au pouvoir que des élus d'opposition. Parce qu'on a beau jeu de pointer du doigt, finalement, les élus du bloc central qui sont à la manœuvre politique. Politicienne. Mais moi, je crois qu'il faut donner le même niveau de responsabilité, ou plutôt d'irresponsabilité, aux oppositions. Parce que quand on voit comment, depuis 2 ans, le Parlement est devenu une chambre de pagaille monstrueuse, avec aucune capacité à trouver le moindre compromis sur quoi que ce soit, avec la volonté d'empêcher finalement qu'une sortie par le haut puisse émerger, moi je dis que tous coupables. Et moi, ce matin encore... C'est pas un peu démago, ça, tous coupables? Non, je trouve... mais je suis très remonté contre les oppositions, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à les oublier. Et moi, ce matin encore, j'entendais le premier secrétaire du Parti socialiste, alors que le cadavre de Lecornu était encore chaud. Il bouge encore, puisque Emmanuel Macron lui a demandé de mener des ultimes négociations jusqu'à mercredi soir. Et j'entendais le premier secrétaire faire encore de la surenchère, c'est-à-dire accentuer la pression bloquante en réalité, parce que bien évidemment, ces postures aujourd'hui ne peuvent pas aboutir à des consensus. Et tout le monde est à l'avenant dans ce mauvais jeu, et ça effondre la France, avec des conséquences dramatiques sur le plan économique et sur le plan social. J'ai très peur des commentaires de Claude, donc je vais la lancer dans une impasse. Ça veut dire quoi, mener
d'ultime négociation jusqu'à mercredi soir. Ça, c'est l'ordre, en fait. Allez, les instructions d'Emmanuel Macron, parce que tout le monde n'est pas au courant, à Le Cornu. Le Cornu qui a démissionné. Et qui a fait dire ensuite, via un tweet, que de toute façon, il mène la mission, mais voilà, elle est temporaire. Mais il va négocier avec qui, là? Bon, alors, il rencontre des tas de gens, là, à nouveau, il fait un tour des partis, comme si de rien n'était. Alors, il y a quand même un Mitti Dominici, là, il y a quand même le président du Sénat, Gérard Larcher, qui joue un rôle non négligeable dans ces cas-là. Deuxième personnage de l'État. Dans ces cas-là. Et donc, il a réussi, d'une part, dans la journée, là, dans la soirée, à convaincre Bruno Retailleau, non pas d'aller demain au rendez-vous avec le socle commun, mais au moins d'avoir une bilatérale avec le Cornu. Moi, j'aimerais bien une petite souris pour voir ce qu'ils vont se dire, vu l'ambiance, mais bon, au moins de... Gérard Larcher Est-ce qu'on sait pourquoi il s'est fâché avec le Cornu? Retailleau. Il considère qu'il y a un problème de confiance et qu'il a vu le Cornu pendant 1h40 et que celui-ci a omis de lui dire que Bruno Le Maire serait de la partie. Non, à ce niveau-là, c'est fantastique. Voilà, parce qu'il considère Bruno Le Maire comme un traître. Oui, comme un traître, et puis comme un traître d'abord, mais ce ne serait pas le seul. Hein. Ouais. Mais il y a quelques petits cochons entre eux. Cela étant, tout de même, Olivier, qui est un observateur de la vie politique, il dit aussi... Samedi, il y a quand même François Rebsamen qui a dit « Je ne ferai pas partie du prochain gouvernement ». C'était une alerte, quand même, parce qu'il avait eu des éléments qui lui faisaient dire qu'on repartait pour un tour avec, ma foi, le socle commun et les LR en majorité. Donc là, tout de même, et pourquoi est-ce qu'il est parti? Il faut quand même le savoir, parce que c'est quand même quelqu'un qui était... pour parler, pourquoi pas, pour tenter de faire quelque chose. Ramener les socialistes. Pour ramener les socialistes et pourquoi pas être Premier ministre. Je termine sur une chose. On peut toujours rêver. Ce soir, on peut toujours rêver. Ce soir, cet après-midi, ce soir pour eux, il y avait Manuel Valls qui était donc invité de la chaîne LCI. Et il a parlé comme un futur Premier ministre, enfin, comme un candidat, pardon. La manière, tout ce qu'il a dit, c'était assez hallucinant. Qu'on peut toujours rêver, ça s'adresse à tout le monde. Donc, deux options. Ce dont on est sûr, aujourd'hui, lundi, là, c'est que le président de la République ne va pas démissionner. C'est une option. Il ne va pas démissionner. Est-ce qu'il va dissoudre? Alors, c'est le dernier rempart. Il ne le souhaite pas parce qu'il tue le pauvre parti, son propre parti, dont il ne reste pas grand-chose. Alors non, mais c'est important parce que finalement, ce qu'il sait aussi, c'est que la mission de M. Le Cornu est très difficile parce que aujourd'hui, tous les partis ont dit qu'ils censuraient. Tous les autres ont dit qu'ils censuraient. Oui, parce qu'ils ont envie de recommencer à aller devant leurs électeurs. Certains, en bas-feuille, hésitent, au niveau du Parti Socialiste quand même, hésitent parce qu'ils sont en train de calculer finalement la casse, qu'est-ce que ça va donner et pas donner. Donc l'idée est de faire revenir un peu de LR, d'ouvrir un peu à certains socialistes, ma foi, qui veulent un peu sauver leur peau, et d'avoir un pseudo-gouvernement dont on ne sait pas combien de temps va durer. Cela dit, le président de la République, pour finir, si dissolution, parce que c'est une des cartes, si dissolution, eh bien à ce moment-là, il est tout à fait prêt à nommer, à ce moment-là, un Premier ministre du parti majoritaire qui aura gagné les élections. Et vous devinez, sur le papier et sur les sondages, via les sondages du jour, quel parti, c'est-à-dire le parti de Marine Le Pen. Ouais, on a vu que la dernière fois, les sondages s'étaient plantés pour le deuxième tour. Ouais. Bon, alors... On verra. Ça vous concerne aussi, Claude? Oui, enfin, ça nous concerne parce qu'on est totalement solidaires de ce que vous dites sur ce plateau. Absolument. Et moi en particulier, Bruno Nestor-Azero, le président de Cap Nord, n'a pas du tout apprécié vos petites insinuations. Il a été affirmé avec véhémence que cette chroniqueuse, que Cap Nord Martinique aurait procédé à un choix contestable, elle n'a jamais dit ça, en raison d'éléments qui auraient pu interpeller. Ça, vous l'avez dit par contre. Alors, il dit la chose suivante. Il n'y a pas eu, dans le processus d'attribution de la délégation de service public de l'eau dans le Nord Caraïbe, une quelconque manigance, je cite, cette délégation de service public s'est déroulée dans le strict respect du code de la commande publique, dans un cadre légal, ne souriez pas, dans un cadre légal, transparent et rigoureux. Cette DSP a été entièrement validée par les services de l'État sans qu'aucune remarque n'ait été formulée ni par le contrôle de la légalité, ni par les autres autorités compétentes. Bruno, je ne pourrais pas en dire davantage parce que sinon, la durée de cette mise au point, mais qui a été faite, serait plus longue que les propos de Claude. Voilà. Alors, la rubrique que vous attendez tous, on va commencer par le petit nouveau quand même, hein, pour voir ce qu'il a. Priorité. Ce qu'il a dans le ventre, les plus et les moins. Olivier.
Oui, donc moi j'ai 2 plus. Hein. Donc, Je suis très déçu. Non, le premier plus, c'est le concert donc, pour soutenir les collectifs contre le chlordécone. Donc c'est le 15, mercredi 15. Et je suppose que vous avez déjà pris tous vos billets. Absolument. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Très bien. Mais je ne sais même pas le plateau des artistes. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas en principe, il faut soutenir. Hein. Donc Claude, on compte sur toi. Et puis le deuxième plus, c'est ce livre-là, donc qui s'appelle Dewo, d'Imanié Dalila Daniel. Et c'est un livre qui traite de la mémoire collective dans l'espace public. Donc, comment, en fait, on supporte encore de traverser des rues qui s'appellent Blénac, de traverser des quartiers qui s'appellent Bouillé, par exemple. Des quartiers Pointe-Lèche. Oui, par exemple, exactement. Et donc, c'est un roman que je vous recommande pour qu'on puisse sortir du déni et puis aller vers une société martiniquaise pacifiée. À lire, absolument. Merci Olivier. Emmanuel. Alors moi, c'est un plus. C'est une initiative que 2 jeunes Martiniquais ont prise aujourd'hui et qui consiste à activer en Martinique une opération qui existe dans l'Hexagone qui s'appelle Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, c'est une initiative qui émane de la Fondation Bayard, Agir pour une société du lien. L'idée est assez géniale. C'est vous inscrivez sur une plateforme. Alors, je vais vous donner l'adresse. C'est fautquonparle.org. Vous répondez à quelques questions qui sont des questions clivantes. Et ça permet et l'algorithme derrière ce questionnaire crée des rapprochements de personnalités opposées, de points de vue opposés, dans votre région et organise la discussion et le débat. Et donc, la Martinique aujourd'hui s'inscrit dans ce processus avec une journée de la conversation nationale qui aura lieu en Martinique le 22 novembre 2025. Donc, je vous invite à vous inscrire sur cette plateforme pour participer à cette expérience de dialogue utile. C'est parti, vous avez fait ça sans plateforme à l'époque. Claude. Alors non, je rigole parce que bon... On fait court, hein, Claude. On fait court. Alors j'ai un coup de cœur et puis une petite remarque parce que bon, ce soir quand même, le président de la SOR, il a dit je me casse. Bon, voilà. Le président de la SOR a dit je me casse. Ouvrez les guillemets, ouais. Je me casse et c'est tout. Vous avez lu ça où? Mais j'ai communiqué, il y a des articles, tout ça, il a dit ça, il a donné une interview, voilà. Bon, très bien, il a écrit, voilà. Il a écrit, il a répondu à un mail. Bon. C'est le directeur de la SME qui doit être content. On débrouille. Parce qu'il n'y en a pas 36. Bon, hein. Voilà. Bon, bref. C'est parti. Alors, c'est parti. Si, j'ai un plus parce que je suis habillée en rose. Parce que comme ça va être comme ça tout le mois d'octobre. Parce que c'est Octobre Rose. Alors, donc, c'est un plus, c'est un coup de cœur pour l'ensemble des associations qui œuvrent depuis maintenant un certain temps auprès à la fois des personnes atteintes, donc là, Octobre Rose, donc des femmes atteintes de cancer du sein, mais pas que, également. Donc elles sont un certain nombre, mais j'ai une pensée pour Amazon, pour Matete, pour Singulière. Donc ils font un travail formidable. Moi, je demande aux téléspectateurs de se renseigner, de vraiment d'aller les voir, etc. Et ce plus, moi, je l'ai également, Eddy, je le dis, je l'ai pour... Ayant été moi-même, ayant connu ce type de choses, avec une tumeur au sein, j'ai un plus pour ATV, j'ai un plus pour vous, Eddy, j'ai un plus également pour l'ensemble de la réaction, etc. Un plus également pour les personnes qui m'ont beaucoup soutenue, puisque c'est 5 ans, c'est pas complètement terminé. Et puis il y a l'autre 5 qui est sous surveillance, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais un plus, pourquoi? Parce que finalement, dans cette période, ces années qui n'ont pas du tout été évidentes, eh bien, vous avez été... parmi celles et ceux qui m'ont soutenue et qui m'ont permis à la fois de tenir le coup psychologiquement, parce que j'avais ce rendez-vous hebdomadaire, ou en tout cas durant le mois, et qui faisait que, ma foi, ça me permettait de me concentrer sur autre chose, plutôt que de se concentrer sur ses propres problématiques. Voilà. J'associe bien sûr Philippe et Hélène. Est-ce qu'on peut applaudir Claude? Plus que ça. Non, mais... Non, mais c'est ce coup de cœur que je voulais faire pour Octobre Rose, voilà. Merci beaucoup, et on pense à Karine. Et bien sûr, mais je l'ai dans le cœur. Frédéric. Oui, alors ce sera un plus, décidément. Non, il n'y a que des plus. J'ai décidé d'être en plus jusqu'à la fin de la semaine. Donc,
À travers, donc j'ai flashé sur un photographe, sur son œuvre, hein, bien sûr. Bien évidemment. Donc à travers l'objectif de Marc Montlouis Félicité, voilà, on voit les photos. Merci beaucoup. On en avait parlé à l'époque déjà. Exactement. Ouais. On les redécouvre, ces photos. En fait, je voudrais qu'on redécouvre cette Martinique par les yeux de ce photographe extrêmement talentueux, plein de force, de silence et de poésie. Son travail photographique, il s'ancre bien évidemment dans la Martinique, qui est une terre qui est belle, une terre qui est aussi fragile, on l'a dit, sur ce plateau, et résiliente. Et ce n'est pas au hasard si ces clichés parlent autant à ceux qui vivent ici qu'à ceux qui sont partis. Donc, ce sont des photos extraordinaires, vous les voyez la référence en plus en bas de photographie. Aux étudiants loin du pays, pour qui une photo de plage devient un peu de réconfort, hein, au milieu du Freddy, au milieu de l'hiver. Aux parents et aux grands-parents qui retrouvent dans une lumière, une montagne ou un sentier, une part de leur mémoire. Et enfin à nous tous qui cherchons à recréer un lien avec ceux qui nous fondent, même entre quatre murs. C'est très joli tout ça. Voilà. Merci. Félicitations. Bon, moi, je suis désolé, mais j'ai récolté des moins. Désolé. Alors, il y a une petite entreprise très connue en Martinique qui déboise. Elle déboisait à Font-Saint-Denis. Et évidemment, cette entreprise spécialisée dans des travaux difficiles a mis ses déchets verts dans un ravin. Et évidemment, les gens de Font-Saint-Denis n'ont pas apprécié. L'entreprise a été contactée et a affirmé que c'est la CTM qui était commanditaire du chantier et que c'est la CTM qui avait donné l'autorisation de se débarrasser des déchets dans le ravin. Alors, je me suis renseigné auprès des gens de la CTM. Pas du tout. Donc, on va continuer notre enquête. Je préfère ne pas citer le nom de l'entreprise tout de suite. Sécurité sociale, on continue le feuilleton. Le directeur général subit des pressions fantastiques pour éviter de nettoyer, entre guillemets. Et là, il a même reçu des pressions venant de l'extérieur et de l'intérieur, y compris de son conseil d'administration, pour embaucher la famille d'un certain nombre de dirigeants. Un vrai scandale. Et il a dit, heureusement, c'est fini, on ne fait plus ça. Bon, le feuilleton des C2E, vous savez, c'est certificat d'économie d'énergie. Alors, je suis tombé sur un SMS, il ne vaut mieux pas que je dise de qui, adressé à un maire, le menaçant de venir chercher les 550 000 € qu'il doit, parce que l'entreprise en question n'a pas réussi à se faire rembourser par l'organisme qui rembourse. Une vraie arnaque. Il y a pratiquement une vingtaine de maires qui se sont fait avoir. Il y en a des élus, je ne citerai pas les noms, qui ont quand même touché un peu d'argent pour accepter de remplacer leurs lampes. Et puis, je finirai sur l'ADAFAE. Alors, le président de l'ADAFAE, il faut qu'il fasse quelque chose. Le directeur de l'ADAFAE, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que là, on a un véritable scandale. Et je préfère ne pas aller dans les détails, mais quelqu'un qui est en tutelle renforcée, qu'on abandonne, qu'on n'emmène pas chez les médecins, à qui on oublie de donner ses médicaments, à qui on donne 50 € par semaine, alors qu'elle a des revenus supérieurs à 3 000 €, je crois qu'il faut arrêter. Donc, M. Charles Hénénon et M. Vaudran, je vais vous appeler dans la semaine et on va régler ça. Et ce n'est pas le seul cas et ce n'est pas la première fois que je vous interpelle là-dessus. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on a fait une émission sur les chapeaux de roue. On ne demande qu'une seule chose, c'est une bonne petite dissolution la semaine prochaine. En tout cas, je voudrais remercier les équipes. Je voudrais remercier en particulier Déborah et lui dire qu'on l'aime beaucoup. Oui. Et puis vous dire qu'on vous attend la semaine prochaine. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.